Bonjour et bienvenue sur ADN, votre toute nouvelle émission culturelle. Aux dernières nouvelles est une émission totalement novatrice qui permet à des étudiants de partager leur coup de cœur culturel à Paris et à Sciences Po. Un écrivain vient sur le plateau, donne son regard singulier sur cette actualité et répond à vos questions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Charles Dantzig, écrivain, poète, essayiste et éditeur. Au programme, l'exposition événement Dali à Pompidou, la découverte du street art et la création du pôle art plastique dernier né du Bureau des Arts. Enfin, nous vous présenterons le coup de cœur de la rédaction. Mais pour l'heure, faisons connaissance avec notre invité. Bonjour Monsieur Dantzig. Bonjour. Vous n'avez pas dû prendre beaucoup de temps pour venir puisque votre maison d'édition est juste rue des Saints-Pères. J'ai traversé un jardin. Nous sommes voisins, bienvenue. Vous avez reçu de nombreux prix, dont le Grand Prix Genot pour l'ensemble de votre œuvre en 2010, et vous venez de publier un essai sur la notion de chef-d'œuvre en littérature. Dans cet essai, vous dites qu'il n'y a pas de recette pour les chefs-d'œuvre. Mais alors, quelle a été votre démarche pour en parler ? Eh bien, ma démarche était que précisément, il n'y avait pas de recette. Et quand il ne faut pas de recette, je vous disais que je traversais un jardin, puisque j'ai traversé un jardin depuis la rue des Saints-Pères pour venir chez vous. Eh bien, j'étais comme une espèce de petit jardinier avec mes ciseaux, mes bêches, et pour essayer justement, comme c'était la première fois qu'il y avait un livre sur la question, pour essayer de me débrouiller parmi toute cette jungle de notions obscures. Très bien, alors nous allons en savoir plus. Voyons tout de suite les bons plans de nos rédacteurs en deux parties, deux sous-parties. C'est l'une des expositions incontournables de l'année, la rétrospective Dali au Centre Pompidou. De nombreuses toiles et ouvrages donnent à voir le maître incontesté du surréalisme. Reportage de Manon Berich, Ossine Rally et Noémie Condomine. Je suis, chaque matin, le premier Espagnol qui touche le soleil. 33 ans après la dernière rétrospective que lui avait consacrée le Centre Pompidou, plus de 120 tableaux sont réunis jusqu'au 25 mars 2013 pour vous faire voyager dans l'univers onirique de Salvador Dali, l'artiste qui s'autoproclamait divin, avec la fierté toute espagnole qu'on lui connaît. Pour restituer le génie de cet artiste total, l'exposition réunit aussi des dessins, objets, projets, films et documents d'artistes. Ce mélange des genres baroques s'observe aussi dans les performances et happenings diffusés tout au long de l'exposition. Nous ne voulions pas simplement présenter des œuvres, mais aussi montrer le personnage, une exposition vivante, si vous voulez, où il est présent par sa voix, par un certain nombre de films qui le montrent, et parce que, justement, ça a fait partie de son œuvre aussi, de se montrer lui-même en tant qu'artiste physiquement qui fait des performances. Dali suivait tout au long de son œuvre sa propre méthode paranoïaque critique, selon laquelle l'interprétation artistique était significative d'une intériorité psychique. Quel moyen plus simple d'entrer dans la psychologie de la Vénus de Milo que d'accéder à ces tiroirs ? La récurrence de certains motifs, l'œuf, la montre, la fourmi, le cheval, la viscosité entre autres, est un produit de cette méthode. Nous vous conseillons donc vivement cette exposition et de participer comme nous au charme de Mae West ou de vaquer à vos occupations d'étudiants sérieux. Avec surréalisme. Effectivement, Dali et ses moustaches sont sur toutes les lèvres. Si vous n'avez pas encore eu le temps d'aller visiter cette rétrospective, l'exposition se poursuit jusqu'au 25 mars 2013 de 11h à 23h. La ligne 4 vous y emmène en quelques minutes, alors n'hésitez plus. Monsieur Dantzig, on sait bien que Dali est un artiste plutôt contemporain et qui fait aujourd'hui fureur. Mais alors, est-ce que la postérité est bonne juge pour juger un chef-d'œuvre ? Écoutez, si vous parlez de Dali, je trouve que Dali fait un peu trop chef-d'œuvre, justement. Vous savez qu'à la sortie de la pièce de Claudel, Le soulier de satin, tout le monde connaît le mot de Sacha Guitry qui a dit, qui était une pièce assez longue, n'est-ce pas? Et Sacha Guitry a dit « Heureusement qu'il n'y a pas la paire ». Mais il y avait aussi, à la première de cette pièce, Max Jacob, qui a dit « ça fait chef-d'œuvre », qui est la critique la plus terrible qu'on puisse faire. Et je trouve que Dali, ça fait chef-d'œuvre. C'est-à-dire c'est tellement bien peint, tellement une recherche de la perfection, que je crois que ça aboutit souvent au contraire de ce qu'il cherche. Et à part ça, j'ai oublié la question que vous me posiez. J'ai dit, est-ce que la postérité est bonne juge? Non, la postérité est très mauvaise juge. La preuve, je me trompe peut-être en parlant de Dali. Je crois que l'idée de postérité en matière de chef-d'œuvre est une fausse idée, car donner la capacité de juger à la postérité, c'est donner toutes les chances à la mort. Nous, on est la postérité de gens avant nous. Nous le savons bien que nous sommes une postérité. Nous sommes la postérité de nos parents, de nos grands-parents. Donc,
nous savons aussi que nous ne jugeons pas mieux, que nous n'avons pas un jugement plus sûr. Donc pourquoi est-ce que par une espèce de délire du raisonnement, nous attribuons à des générations ultérieures une capacité de juger supérieure à la nôtre? On est tout à fait apte à juger, et il n'y a pas besoin de la postérité pour savoir qu'il y a des chefs-d'œuvre. Vous savez, quand le premier volume de La Recherche du temps perdu, on fête cette année le 100e anniversaire de la publication par Grasset, d'ailleurs du côté de chez Swann, ça sera en novembre 2013, quand le premier volume de La Recherche a paru, tout le monde, beaucoup de gens ont su qu'il se passait une chose très très importante et énorme. Et pourtant, Marcel Proust n'avait pas la réputation d'un grand écrivain, il avait la réputation d'un vieux jeune homme mondain qui fréquentait les duchesses et qui était assez flagorneur. Et il a publié ce livre et immédiatement on a su que quelque chose d'important se passait. La même chose s'est produite avec James Joyce, mais si vous prenez d'autres formes d'art, vous pouvez trouver la même chose avec Godard par exemple. Quand À bout de souffle est sorti, tout le monde a su que c'était un très grand film. On n'applique pas immédiatement peut-être le mot de chef-d'œuvre parce qu'on est précautionneux, on est jaloux. Et d'ailleurs, les critiques de cinéma, en tout cas, appliquent plus volontiers le mot de chef-d'œuvre aux mauvais films qu'aux bons. Mais en tout cas, on peut savoir tout de suite qu'il y a quelque chose de très important qui se produit. Il n'y a pas besoin de recul, il n'y a pas besoin de postérité. Très bien, merci. À présent, sortons des musées pour aller dans la rue. L'art urbain, ou street art, s'affiche sur nos murs. Il regroupe toutes les formes d'art réalisées dans des lieux publics, comme les stickers, les graffitis ou les mosaïques. Notre reporter Edgar Dubourg est allé à la rencontre d'un artiste de la nuit, mais dont les œuvres s'affichent aussi en plein jour. Les passionnés savent où aller, les autres, parisiens ou touristes, tombent dessus par hasard et admirent le travail. Certains street artistes, comme on les appelle, sont connus et reconnus. Des noms comme Banksy, Space Invaders, Jeff Aerosol sont aujourd'hui respectés. Des rues deviennent célèbres pour l'art urbain, comme le 5 bis rue de Verneuil, ancienne maison de Gainsbourg. Le street art, vous l'aurez compris, c'est l'art de dessiner ou de coller dans les rues. Graphes, dessin sur papier craft, peinture, bombe à aérosol, tous les moyens sont bons. Auparavant non toléré, décollé, cet art est devenu il y a quelques années un art à part entière. Les street artistes, comme Toc Toc, ne collent qu'une fois la nuit tombée. J'ai décidé de coller dans la rue parce que c'est un art qui me plaît, déjà l'art urbain, et j'ai décidé donc de faire sortir mes Dudus, donc mes petits personnages, de les faire sortir dans les rues de Paris. Le fait qu'ils soient abîmés ou dégradés, c'est aussi la règle du jeu. La mairie tente aujourd'hui de préserver ce patrimoine culturel parisien. J'aime beaucoup l'idée de l'exposition à ciel ouvert parce que c'est déjà pour ça que j'ai choisi de commencer le street art, parce que c'est tout simplement c'est la meilleure des galeries parce qu'elle est gratuite pour tout le monde. Certains musées exposent les œuvres des street artistes. Mais, et c'est là ce qui en fait un art complètement à part, le street art vous offre une exposition permanente et sans cesse renouvelée dans les rues mêmes de Paris. Pour prolonger l'expérience, il suffit de marcher quelques minutes sur la rue des Saints-Pères et de tourner rue de Verneuil. Mais le street art s'expose aussi dans des musées. Jusqu'au 30 mars, le musée de la Poste vous propose une exposition très fournie sur le street art, à retrouver à 2 pas de Montparnasse. Monsieur Dantzig, selon vous, tous les arts permettent-ils d'accéder aux chefs-d'œuvre ? Mais évidemment, vous avez parlé du street art, ça n'est déjà un exemple presque classique. Ça fait bien longtemps maintenant qu'on a compris que les graffitis, le street art, des choses comme ça étaient... Et avant ça, d'ailleurs, Villègle faisait ça avec des bouts d'affiches. Il avait très bien compris que les affiches publicitaires, et même avant lui, pouvaient être des formes d'art. Mais j'irais même plus loin. Vous savez, maintenant, tous les vieux schnocks nous disent « Oh là là, les formes de création, c'est fini, tout est perdu, les gens ont tout perdu, Internet, Facebook, les Twitter, etc. » Mais précisément, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire des chefs-d'œuvre à partir de choses comme Twitter, mettons, qui créent une contrainte nouvelle. Twitter, on sait que c'est 140 signes. Pourquoi est-ce qu'avec 140 signes, on ne pourrait pas, par exemple, écrire un poème? C'est très exactement ce que les Japonais font depuis 1000 ans avec les haïkus, qui sont, comme vous savez, des formes de poèmes très très brèves. Donc, il faut s'adapter aux formes d'expression nouvelles, et la littérature est capable de s'insérer dans des contraintes pour en faire quelque chose de très bien. Je suis sûr que dans 10 ans, on publiera un recueil de Twitter qui seront des chefs-d'œuvre, de tweets qui seront des chefs-d'œuvre, car quelqu'un de génial se sera adapté à cette contrainte des 140 signes et aura écrit des merveilleux poèmes d'amour, par exemple, de 140 signes.
Les arts à Sciences Po sont en plein essor, soutenus par l'association permanente du Bureau des Arts. Mais les arts plastiques étaient peu représentés jusqu'à la création d'un pôle qui leur est dédié. Ses fondateurs nous en parlent. Reportage de Clémence Rondenis et Mathilde Adam. Expérience onirique? Projet fantasmagorique? Et si je vous disais plutôt pôle art plastique, créé au début du semestre par Julie, Jonas et Mona, tous les trois en première année, le pôle art plastique, ou PAP pour les intimes, c'est le dernier né des clubs du Bureau des Arts. L'équipe d'ADN les a rencontrés afin d'en savoir un peu plus. Alors Jonas, le PAP, qu'est-ce que c'est? Le pôle art plastique, il a pour but de promouvoir les arts au sein de Sciences Po. Et comment ça fonctionne? Alors déjà, on va avoir un blog dans lequel on va proposer des critiques d'exposition, des présentations de galeries, des coups de cœur artistiques. On va également proposer donc, des expositions à Sciences Po, à l'école de journalisme. Moi, mon rôle, ça consiste plus à être en contact avec les musées pour, à terme, mettre en place des visites guidées à tarif réduit. Comment se passe l'intégration au sein du Bureau des Arts? C'est une idée qu'ils avaient eue depuis longtemps de créer ce club. Cependant, ça n'avait jamais été fait. Donc du coup, ils ont été très contents, donc on lance ça. Et vous, qu'est-ce que vous en retirez de cette expérience? Alors là, je m'en rends compte, ça m'apporte une expérience un peu professionnelle. Parce que je vois véritablement sur le terrain comment ça se passe pour organiser un événement. Une connaissance du terrain, parce que j'ai toujours été intéressé par le milieu de l'art. C'est très professionnalisant en fait, puisque au-delà de l'aspect purement scolaire et très académique de Sciences Po, on découvre le monde réel de la culture. Merci à vous trois, et nous on vous souhaite bonne continuation, car il semblerait que le PAP ait définitivement pris ses quartiers au local de la rue des Saints-Pères. Monsieur Danty, quel conseil donneriez-vous, quelle direction indiqueriez-vous à de jeunes artistes? Déjà, c'est d'arrêter de m'appeler monsieur parce que tout d'un coup, ça me donne un coup terrible. Et voilà. Non, je crois que le seul conseil à leur donner, c'est de continuer ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire un acte de courage. Car vous êtes dans une école qui est une très bonne école, mais enfin, dont l'orientation artistique n'est pas la première qualité. Vous êtes là pour devenir, mettons brièvement, les maîtres de la France. Et les maîtres de la France par l'économie, la politique, des choses extrêmement pratiques. Et ces gens que nous venons de voir s'intéressent à une chose qui me paraît un peu à part chez vous, et c'est en ça qu'ils ont du courage, c'est que c'est une chose opposée à l'esprit pratique. Et vous savez, la chose la plus puissante dans la vie, c'est l'esprit pratique. C'est l'économie, c'est la politique, c'est tout ça. Il y a toujours des gens pour s'en occuper, et c'est les gens les plus importants car le vrai pouvoir est là. Et les gens qui s'intéressent aux choses de l'esprit comme eux font déjà un acte de courage de s'y intéresser dans un endroit qui n'est pas nécessairement fait pour ça, car vous n'êtes pas à l'école des beaux-arts, car vous n'êtes pas... Voilà. Et il faut beaucoup de courage, vous savez, beaucoup de courage pour traverser le mur de l'esprit pratique. Car les choses de l'esprit et de la création sont très minoritaires. Voilà, vous faites un journal culturel à Sciences Po, vous m'avez dit qu'avant vous, c'était créé un journal de sport. Et bien voilà, la culture intéresse hélas moins que le sport, et vous avez courageusement fait ça. Et je ne vous dis pas ça pour vous flatter, car réellement, il faut du courage pour... Et en continuant dans la vie, vous verrez que c'est, je crois, de plus en plus dur. Mais c'est de plus en plus dur et de plus en plus exaltant si ça marche. En effet. Nous accueillons à présent Natalia qui nous présente son coup de cœur du mois. Bonjour Natalia. Salut. Alors quel a été ton coup de cœur ce mois-ci? Le livre que j'ai choisi, c'est Anima de Wajdi Mouawad. Donc l'auteur est connu pour avoir écrit Incendie qui a été porté à l'écran. Et dans ce livre, il est question d'un homme qui découvre le cadavre de sa femme et qui va se lancer à la poursuite du meurtrier parce que la police est incapable de l'arrêter. Et qu'a-t-il de si particulier ce livre? Alors ce qui est incroyable, c'est qu'en fait le point de vue narratif adopté, c'est celui des animaux qui se trouvent sur le chemin du héros qui va parcourir justement l'Amérique, les réserves indiennes en partant de Montréal et qui vont justement dire ce qu'ils ressentent et en quoi ils se sentent proches du personnage. Et ce qui est assez fort, c'est que du fait de la brutalité, de la violence qu'on a dans cette œuvre, du fait des viols, des meurtres qui sont assez crus, on a justement la distinction entre homme et animal qui s'efface et qui invite beaucoup à réfléchir. Très bien, merci beaucoup. Bonne lecture. À très bientôt. À présent, passons aux questions du public. La première question est la suivante.
À qui se destine votre livre? Vous parlez à la fois de Plutarque et à la fois des Aristochats. Alors, à qui se destine votre livre? Eh bien, à personne, car je crois que les livres de littérature ne s'adressent à personne. On écrit un livre pour faire un objet et fortuitement, il rencontre un public ou non. Mais je crois que si on se met à penser à un public particulier, on fait un autre métier que celui d'écrivain, on devient, mettons, politicien. Ça veut dire que si j'écris un livre, je pense à m'adresser plutôt aux femmes, plutôt aux hommes, plutôt aux étudiants. Tout ça, ce sont des idées fausses, car malgré tout, c'est de la pensée, et la pensée est une chose immatérielle qui ne s'adresse à personne. Très bien. Notre deuxième question est la suivante, et porte sur votre méthode. Est-ce que vous êtes parti de vos préférences à vous, ou de données plus objectives, comme les blocs, comme les livres qui ont vendu le plus d'exemplaires? Non, enfin les livres qui auraient vendu le plus d'exemplaires n'est pas un critère, car au moment où nous parlons, le livre qui est le plus vendu en France, c'est 50 nuances de gris, comme vous savez, qui a vendu 1 million d'exemplaires et qui est un livre qui est assez un comble de vulgarité, surtout qui est nul. Donc on peut pas, si vous voulez, la quantité n'est jamais la preuve de rien. Non, j'ai essayé de partir de choses qui me paraissaient objectives, qui sont les espèces d'arcs de triomphe que sont les grands chefs-d'œuvre qu'on nous raconte depuis toujours et qui effectivement en sont, que ce soit Pétrarque que vous avez cité, Homère ou bien d'autres. Mais j'ai essayé de voir aussi s'il existait d'autres formes de chefs-d'œuvre et si ça pouvait se trouver ailleurs. Et vous avez aussi cité les Aristochats et je pense que chaque forme d'art peut créer son chef-d'œuvre. Et je pense que le chef-d'œuvre n'est pas uniquement une question de création artistique. Je pense que le chef-d'œuvre peut être aussi un geste, un moment, une personne. C'est beaucoup plus fugace que la création, car la création cherche à rester. Mais un geste, vous savez, quelqu'un qui tend un bouquet de fleurs à une personne, ça peut être un chef-d'œuvre. Une personne pendant une période de sa vie, elle peut être si gracieuse, si admirable qu'elle peut être un chef-d'œuvre. Ce sont ces petits détails qui font les chefs-d'œuvre? Oui, car je crois que le chef-d'œuvre est dans le détail. Et si j'ai une seconde, je vous dirais que je suis en train de relire un chef-d'œuvre que j'avais lu il y a bien longtemps et qui s'appelle tout simplement Guerre et Paix. Et je suis très frappé de voir comment, dans Guerre et Paix, le génie de Tolstoï, mais comme au fond probablement de tous les grands écrivains, réside dans le détail. Allez voir la description de la bataille d'Austerlitz par Tolstoï. Il fait le contraire de ce que ferait un mauvais écrivain ou un écrivain courant, c'est-à-dire un écrivain courant décrirait l'ensemble de la bataille d'Austerlitz. Et c'est très facile à faire, je peux vous dire, Austerlitz, c'est très facile à faire, il suffit, c'est comme une bataille de petits soldats, on a les uniformes, on a les canons, on a le soleil, tout est décrit d'avance. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de donner une idée de l'ensemble par le détail. Et c'est ce que fait Tolstoï dans son roman, par l'intermédiaire du personnage de Nicolas Rostov. Je vous laisse aller voir. Très bien, merci, et merci pour vos questions. Merci à Charles Dantzig et merci à vous qui nous avez suivis pour le début de cette aventure. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment culturel et nous vous donnons rendez-vous lors de la prochaine édition pour d'autres dernières nouvelles. Pour l'heure, vous pouvez nous retrouver sur Facebook ainsi que sur le canal Sciences Po TV. À très bientôt!